Les procès de viol sont rares et celui-ci plus encore. Le procès des viols de Mazan est hors norme en lui-même et parce que ce qu'il dit de notre société, de la violence des hommes, de notre culture inégalitaire est plus large encore. D'un mot, rappelons les faits. De juillet 2011 à octobre 2020, Dominique Pellicot a drogué sa femme aux anxiolytiques pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Une affaire aux ramifications multiples et un procès suspendu jusqu'à lundi à cause de l'état de santé de Dominique Pellicot. Alors que décrit-il de notre société? Pour en parler, deux invités. Isabelle Rome, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadrice pour les droits de l'homme, magistrate, haut fonctionnaire et ancienne ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. L'autrice du livre intitulé La fin de l'impunité, publié en février dernier aux éditions Stock. À vos côtés, Hélène Devinck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, scénariste et autrice du livre intitulé Impunité, publié au Seuil en septembre 2022. Merci à toutes les deux d'être présentes dans Questions du soir. Et peut-être commencer par vous demander à l'une et à l'autre ce que ce procès représente au vu de vos expériences subjectives, de vos parcours professionnels, Hélène Devinck. Alors moi, j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Et ce procès, c'est un peu une sorte de miroir inversé. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. C'est-à-dire que nous, on est une cinquantaine à avoir témoigné devant la justice et la police pour un auteur. Et là, c'est l'inverse. Il y a une victime et une cinquantaine d'auteurs. Il faut rappeler aussi qu'il y en a une trentaine qu'on n'a pas retrouvés. Donc, ils sont en réalité beaucoup plus nombreux. Et ce qui... Vous parlez du procès Mazan. Du procès Mazan. Ce qui fait écho, c'est la position de victime. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce procès, je pense évidemment à Gisèle Pellicot, qui a été d'une force et d'une générosité extraordinaire, même si ça m'agace un peu quand on parle de sa dignité, parce qu'elle serait pas digne, ça serait pareil. Et l'indignité, elle n'est pas de son côté, elle est du côté des violeurs. Mais il y a aussi sa fille, il y a aussi ses belles-filles, et je ne peux que coller à leur ressenti. Isabelle Rome, une question similaire. Vous avez été ancienne ministre déléguée. Vous portiez ces sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes surtout une ancienne magistrate. Vous avez eu à traiter de ces affaires. Oui, j'ai présidé de nombreuses cours d'assises et pendant plusieurs années et donc eu à juger de nombreux viols. Et c'est un procès hors norme, mais finalement, pour juger aussi d'un phénomène qui traduit finalement à son paroxysme une domination qui peut exister de la part des hommes sur les femmes, cette possession d'un mari sur sa femme qui va, j'allais dire, en faire ce qu'il veut, mais en plus la donner à d'autres. Rappelons quand même que le viol entre conjoints est puni depuis une trentaine d'années. Et je pense même qu'il y a encore des personnes qui pensent qu'il y a un devoir conjugal et qu'on ne peut pas dire non. Donc, ce sentiment, enfin, cette domination, cette possession, et puis aussi cette objectivation totale du corps de la femme, à qui finalement on dénie, je vais dire, une personnalité et même je vais dire, une intégrité. Donc c'est un piétinement totalement de la femme à travers justement cette victime pour laquelle nous ressentons tous forcément de l'empathie. Et finalement, elle représente aussi toutes les femmes à un moment donné qui peuvent être victimes en tout cas de cette domination et de cette objectivation. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant au profil des accusés. On a dit qu'ils étaient de tous les âges, plus exactement de 26 à 74 ans, qu'ils représentaient des métiers, des milieux professionnels extrêmement divers. On trouve parmi eux un pompier, un militaire, un gardien de prison, un conseiller municipal, un médecin, bref. Est-ce que c'est toute la société, bien toute la société qui est représentée parmi ces accusés, Hélène Devinck? Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce procès, c'est que d'habitude, quand il y a des affaires, c'est toujours où c'est une célébrité. Et donc, on se dit, ah bah, c'est l'élite corrompue. Ou alors, on a le mythe du violeur de parking. Cette fois, on ne peut pas passer à côté. Ils sont tous
nos frères, nos amis, nos amants, ils sont tous comme nous. C'est une espèce d'échantillon de la France. Et vous l'avez dit en introduction, Quentin, c'est un échantillon de la violence masculine. En fait, ce qu'ils ont fait, ces hommes, c'est qu'ils ont eu un viol gratuit près de chez eux. Et ils n'ont pas voulu passer à côté. Et il y a dans leur défense des choses, vous l'avez rappelé Isabelle, qui sont absolument inaudibles. Mais ils ont tous, d'une certaine façon, une banalité qui rend cette affaire saillante, qui rend cette affaire extraordinaire. Et par ailleurs, elle efface tous les arguments qu'on entend tout le temps, qui sont elle y était pour quelque chose, non, là, elle y était pour rien, elle était droguée, elle ne le savait pas. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire qu'elle l'a cherché ou qu'elle y était pour quelque chose. On dit on ne les croit pas, les victimes, mais là, il y a des vidéos, donc on ne peut pas ne pas croire ce qui s'est passé. Et puis, il y a cette normalité des agresseurs qui ont quand même eu des érections devant un corps inerte. C'est-à-dire, elle dit « mon corps était chaud, mais j'étais morte ». Et ça les a fait bander. Et ils ont joui de son impuissance. Et ça dit quelque chose d'extrêmement dérangeant et de très difficile à accepter. Qu'est-ce que vous pensez, Hélène Devin, de l'expression que l'on trouve énormément sur les réseaux sociaux, not all men, pas tous les hommes, hein, tous les hommes ne sont pas concernés, tous les hommes ne sont pas des violeurs potentiels. Est-ce que vous êtes évidemment d'accord avec cette expression ou pour vous elle est critiquable? Quand j'ai témoigné publiquement, beaucoup d'hommes de mon entourage me disaient la même chose. Ils me disaient « moi, je suis pas comme ça ». Et ça m'a interrogée, C'est vrai que c'est le réflexe masculin voilà, qu'on partage. Et je parle de gens que j'aime, je parle de mon père, de gens qui m'aiment, de gens qui sont bienveillants, de gens qui me veulent du bien. Je me suis dit, pourquoi ils ont besoin de me dire « moi, je suis pas comme ça ». D'abord parce qu'ils s'identifient à l'agresseur, malgré tout, et en même temps, ils s'en distancient en disant « je ne suis pas comme ça ». Mais ils ne s'identifient pas du tout à la victime. C'est-à-dire ça ne peut pas leur arriver. Et dans ce « moi, je ne suis pas comme ça », il y a le « not all men » qui dit à la fois qu'ils sont concernés, ou en tout cas qu'ils se sentent proches des hommes qui sont accusés, et de la distance qu'ils veulent y mettre. Vous faites la même analyse de cette expression, Isabelle Rome, not all men, pas tous les hommes? Je trouve cette expression un peu infantilisante. Enfin, pas. Enfin, je pense que. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que il n'y a pas une nature violente des hommes. Parce que je trouve que les discours qui ont tendance à essentialiser, c'est-à-dire à dire les hommes sont violents, les femmes ne sont jamais violentes, enfin, sont plutôt un peu illusoires. Et en tout cas, en ce qui concerne les femmes, quand on tombe dans le piège de l'essentialisation, ça nous retombe toujours dessus. Puisque quand une société met en avant, par exemple, certaines caractéristiques des femmes, un jour ou l'autre, lorsque des dictateurs arrivent au pouvoir ou des extrémistes, eh bien, justement, on va rejeter cette féminité, on va leur demander de se cacher, etc. Donc l'essentialisation, pour moi, elle est assez dangereuse. C'est pour ça que pour les hommes, je ne m'y engouffrirai pas non plus. Mais moi, je suis plutôt à penser que cette violence qu'on constate quand même chez les hommes principalement, enfin je veux dire les prisons sont quand même remplies à 97% par des hommes, hein, voilà. Eh bien, elle est plutôt le fait de la construction de la société qui s'est construite comme ça. Enfin, quand je dis la société, c'est les sociétés qui se sont construites sur un modèle de domination finalement du masculin sur le féminin et qui, à travers cette domination, génère aussi cette violence. Et donc, en adoptant un petit peu ce raisonnement, qui est notamment un peu celui de Françoise Héritier, l'anthropologue, je trouve aussi que ça donne un peu d'espoir parce que si on part de l'hypothèse que c'est une construction, ça veut dire aussi que si on fait beaucoup d'efforts, si on éduque mieux nos enfants, eh bien, à terme, on peut peut-être aussi déconstruire ce processus de domination. Je voudrais vous faire entendre la voix de la fille de Dominique et Gisèle Pellicot. Elle s'appelle Caroline Darian et elle a participé à l'émission de France Culture Les Pieds sur Terre. J'ai grandi à Gournay-sur-Marne, dans une résidence pavillonnaire, avec mes deux frères.
On était une famille issue de la classe moyenne, avec une vie sociale assez riche. Voilà, on faisait tous du sport, on avait des amis, on partait en vacances. Mon père, je me souviens, m'emmenait à l'école tous les matins, m'emmenait à la danse, mes activités extrascolaires. C'était un papa assez présent, qui participait aux tâches de la maison, qui faisait à manger, le ménage. Hélène Devinck, quand on écoute ça, on se dit qu'il était après tout, cet homme-là, un père de famille respectable, presque idéal. Et c'est cette idée-là, peut-être du bon père de famille, que ce procès vient également remettre en cause, voire même briser. Alors, il n'y a pas que des bons pères de famille dans ce procès. Il y a aussi beaucoup des accusés qui ont raconté qu'ils étaient victimes d'inceste ou en tout cas qu'ils avaient grandi dans des climats incestuels ou violents, etc. On peut avoir été victime d'inceste et être un très très bon père de famille. En l'occurrence, Michel Pellicot, il avait peut-être l'air d'être un bon père de famille, mais il semble qu'il y avait aussi quelque chose d'assez autoritaire, d'un petit peu colérique, quelque chose qui peut ressembler à du contrôle Hmm. coercitif, qui finalement est très normalisé dans la société. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est des hommes comme les autres. En fait, de toute façon, 80 hommes dans une région, ils peuvent pas être chacun un monstre. C'est pas possible. Et peut-être dans cette histoire, Dominique Pellicot, c'est le plus saillant, Mhm. mais on ne peut pas dire que tous les autres sont des criminels monstrueux. Ils sont pourtant des criminels. Et ce que ça dit, c'est que le violeur, et ça les féministes le savent, et ça on le dit depuis très longtemps, et on l'a vu dans l'actualité avec un présentateur télévision que j'accuse, mais d'autres célébrités, l'abbé Pierre en ce moment, c'est-à-dire c'est des hommes comme tout le monde, et c'est des hommes qui, quelquefois, sont même très charismatiques, très aimés, très adorables et très charmants, et qui, dans le domaine de la sexualité, considèrent que les femmes sont des morceaux de viande. Isabelle Rome, sur cette notion de bon père de famille, qu'est-ce que la magistrate peut dire et comprendre? Je pense que pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait être un conjoint violent et un bon père de famille. Et les gens de ma génération, par exemple, d'une cinquantaine, soixantaine d'années, j'allais dire, nous avons été tous formés sur ce schéma-là. Que c'était pas contradictoire? Non, que c'était pas contradictoire, que ce soit les juges, les avocats, les psys, enfin voilà, nous avions à peu près ce schéma-là. Ce qui faisait que, par exemple, quand on était juge aux affaires familiales, on nous disait de bien distinguer ce qui pouvait relever de la sphère du couple, des rapports entre le père et les enfants. Et grâce, et ça moi j'insiste beaucoup sur l'apport des sciences humaines qui nous ont permis de décoder vraiment un certain nombre de mécanismes psychologiques, grâce à l'apport des sciences humaines, nous avons enfin compris, mais ça fait pas si longtemps que ça, que en fait l'existence même de violence dans la famille et exercée sur sa conjointe Mhm. fait que ce ne peut pas être un bon père de famille. Quand on entend justement les psys qui disent qu'un enfant qui est témoin d'une scène de violence comme ça imposée par le père sur sa mère, c'est comme s'il était témoin d'une scène de guerre, eh bien forcément, même si cet enfant n'est pas physiquement touché, il est traumatisé. Et en cela, le père violent, quand je dis le père violent, mais sur l'épouse ou sur la conjointe, eh bien, en cela, bien, il fait du mal, pour employer des mots simples, à ses enfants. Hélène Devinck. Pour ajouter un élément à ce que vous dites, Isabelle Rome, je voudrais citer l'historienne Michel Perrault qui explique que en fait tout ça vient de l'idée que l'État gère la société des hommes et les hommes gèrent la société dans le privé, c'est-à-dire le patriarche et l'État dans la famille. Et il y avait d'ailleurs dans le Code Napoléon l'idée que la femme devait obéissance à son mari. Et ça vient c'est une très vieille histoire qui vient de là, c'est-à-dire que en gros, il en reste des séquelles, ce qui se passe dans le couple, ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe, c'est du privé, ça ne nous regarde pas. Et c'est aussi une des difficultés qu'on a dans les affaires de violences sexuelles et sexistes, c'est de dire, c'est de la sexualité. Alors la sexualité, c'est forcément transgressif, on fait ce qu'on veut et personne n'a à venir voir ce qui s'y passe. Et l'idée que l'homme dans la famille, c'est l'État, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait la loi. L'autre idée peut-être que ce procès vient remettre en cause, voire briser, c'est l'idée que le mal se situerait loin du foyer, en dehors du foyer. Or, dans cette affaire, le mal a été produit par le mari et donc au sein même du foyer. Est-ce que cette idée-là,
Vous, en tant que magistrate, vous qui avez couvert et même suivi de nombreux procès comme celui-ci, est-ce que cette idée-là, c'est peut-être la plus difficile à démonter, Isabelle Rome? C'est une idée difficile à démonter et pourtant, la réalité montre bien que la plupart des violences et des violences sexuelles sont commises dans l'entourage et notamment dans la famille. Dans 90%, alors c'est pas forcément dans la famille, mais dans l'entourage proche, Mmh. 90% des violences sexuelles sont commises par une personne que connaît la victime. Et dans la famille, c'est de la moitié des cas sont commis par des personnes de la même famille. Mais et cela fait des années que, en tant que juge, je le rappelle, mais j'ai l'impression que la société elle a envie de se mettre un bandeau face à cette réalité. Pourquoi aussi? Parce que la famille est considérée quand même comme une valeur refuge. Et donc, si on commence à déglinguer la famille et la désinguer, eh bien en fait c'est toute la société qui se sent ébranlée. Et je pense que c'est pour ça que cette idée, elle est persistante, même si elle est fausse, mais elle permet à peu près de garder un équilibre qui est en fait bien factice. Hélène Devinck, la famille, c'est pas le lieu, l'espace qui protège tant qu'on l'imagine? Ben, dans l'ancien code Napoléon, l'homme doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie complète. Et c'est une asymétrie qu'on retrouve dans les jugements et dans l'organisation sociale. Aujourd'hui, il y a quelque chose que vous avez dit, Isabelle Rome, que je trouve très intéressant. Vous avez dit la société se met un bandeau sur les yeux. Et justement, ce procès de Mazan, c'est-à-dire que Gisèle Pellicot, quand elle regarde dans les yeux les violeurs qui n'ont jamais vu ses yeux à elle, puisqu'elle était endormie, elle ouvre les nôtres et elle nous oblige à regarder. Je crois qu'elle a même décidé que les images de viol et les photos et les vidéos, elle voulait que ce soit public. Elle veut que nous regardions ce qui se passe vraiment dans cette famille, là, totalement criminelle. Mais au-delà de ça, ce procès il nous oblige à ouvrir les yeux sur ce que vous appelez le mal, c'est-à-dire ce mal qui est tellement banal et qui est tellement patriarcal. C'est-à-dire que ces hommes, quand ils se permettent de faire ce qu'ils ont fait, ben, ils nous disent à chacune d'entre nous notre insignifiance. Toutes les femmes comprennent ce que ça veut dire. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la défense, à la stratégie de défense de ces hommes accusés. Et on va écouter la voix de l'un des avocats de la défense. À partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Et c'est ce que l'on dit depuis le début pour l'ensemble de nos clients. On n'est pas en droit américain. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Il faut, pour qu'il y ait viol, que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Si l'auteur s'est trompé, s'est mépris, la Cour de cassation dit tout nu qu'il n'y a pas de viol. Une réaction de magistrate pour commencer, Isabelle Rome? C'est compliqué pour moi de réagir vraiment directement puisque le procès est en cours. C'est un peu compliqué. La seule chose que je dirais, c'est que céder n'est pas consentir, hein. Et quand on est sous la domination de quelqu'un, quand on est sous sa contrainte morale, eh bien, je veux dire, il y a viol. Voilà. Mais je préfère m'exprimer de manière plus générale sur le viol et sur la notion de consentement un petit peu plus tard. C'est vrai que même si je ne suis plus magistrate, je garde cette éthique de magistrat et je préfère ne pas m'exprimer vraiment sur là-dessus puisque le procès est toujours en cours. On reviendra évidemment dans quelques instants sur la notion de consentement et plus précisément sur la notion de présomption de consentement. Mais avant ça, une réaction, Hélène Devinck. Je crois que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante depuis le milieu du 19e siècle. Une relation sexuelle avec une femme endormie est un viol. Donc quand cet avocat qui est censé quand même représenter une certaine connaissance du droit utilise cet argument de l'intentionnalité ou de la matérialité, d'abord il pense que ça va être entendu par la Cour, il pense que ça peut être entendu par la société et il fait référence à la définition du viol telle qu'elle est aujourd'hui dans le code pénal, qui est tout acte de pénétration sexuelle, ça c'est la matérialité, obtenue par violence, menace, contrainte ou
ou surprise. Surprise, pas dans le sens bouge ou fais une surprise, mais dans le sens ruse. Or là, la contrainte et la ruse ne font absolument aucun doute. Et ce qu'il appelle l'intentionnalité, il le détourne pour faire croire d'une certaine façon que c'est le violeur qui déciderait s'il a violé ou pas. Donc c'est une absurdité totale. Autre absurdité, il y a un argument qu'on a énormément entendu dans cette défense, et parfois même pour défendre les défenseurs, à savoir, au fond, son mari était d'accord, donc cela m'était permis. Comment est-ce qu'on réagit face à une telle absurdité argumentaire, Isabelle Rome? Eh ben ça justement, c'est le mari n'est propriétaire de rien et puis même s'il était propriétaire, ce qui n'est pas le cas, cela n'autorise pas, pour autant justement de violer, sa femme. Enfin, je veux dire donc c'est quand même, c'est quand même révélateur justement vraiment d'une négation totale, de la victime. Que dit le droit aujourd'hui sur la présomption de consentement très concrètement? Et est-ce que selon vous, il s'agirait de la modifier aujourd'hui? Alors, Hélène, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, donc, on considère pénalement donc qu'un viol est constitué lorsque un acte de pénétration sexuelle est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut prouver finalement ce fait positif de contrainte, de violence, de menace ou de surprise. Dans 7 cas sur 10, les plaintes sont classées sans suite pour viol. Est-ce que la société se satisfait de ça? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pourquoi sont-elles classées sans suite? Parce qu'il n'y a pas assez de preuves? Parce que souvent, justement, il est noté insuffisance de preuves. Et cette insuffisance de preuves, d'où vient-elle? Justement parce que peut-être qu'elle était consentante. Voilà. Et donc, moi, je préconise justement un changement de définition, c'est-à-dire d'inverser quelque part, d'inverser les choses et de dire, d'énoncer dans le code pénal que tout acte de pénétration sexuelle non librement consenti constitue un viol. Et de considérer que la violence, quand il y a violence, contrainte, menace ou surprise, eh bien là, il y a une présomption de non-consentement. Mais de partir du postulat que quand l'acte n'est pas librement consenti, eh bien, il y a viol. Et j'aime bien dire justement pour faire comprendre, parce que je sais que c'est assez compliqué parfois à bien appréhender, j'aime bien dire que justement céder n'est pas consentir. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de classements sans suite, voire de non-lieu. Non-lieu, cela veut dire après plusieurs mois d'instruction. Et donc, malgré plusieurs mois d'instruction, on n'est pas arrivé à établir justement l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Et je pense qu'on laisse un certain nombre de souffrances irréparées. Moi-même, j'ai été non pas aux assises, parce que quand ça arrive aux assises, finalement, on a déjà fait un grand bout de chemin, mais comme juge d'instruction dans mes plus jeunes années, ça m'est arrivé. En plus, on n'avait pas justement cette sensibilisation qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis sûre, et j'en ai même quelques-unes en tête, où j'ai pu prononcer des non-lieux parce que justement, on n'était pas... on se disait, on sait pas Parce que trop, c'était flou? Parce que c'était flou, voilà. Et donc, je pense que si on changeait comme ça de paradigme, eh bien, on interrogerait différemment les mises en cause, c'est-à-dire que... comme dans 90% des cas, les victimes connaissent leurs agresseurs, en fait, forcément, la défense, c'est de dire elle était consentante, puisqu'en fait, il ne va pas nier forcément la relation sexuelle. Voilà, c'est ça. Et donc, elle était consentante. Et donc, en fait, ça sera aussi de pousser à dire, mais comment est-ce que vous vous êtes assuré qu'elle était consentante? Comment est-ce que vous étiez sûr qu'elle était consentante? Et aussi, ensuite, de mener les enquêtes dans ce sens-là. Et je pense que ça peut changer. Ce n'est pas forcément miraculeux, mais je pense que ça peut changer le cours des choses. Hélène Devinck, je crois que vous rejoignez Isabelle Rome sur ce combat. Il y a eu des travaux à l'Assemblée nationale menés par Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin justement pour refaire ou revoir cette définition pénale du viol. Et je pense que ce procès dit à quel point c'est nécessaire. Ces travaux ont été interrompus par la dissolution. Et moi-même, j'ai changé de point de vue.
pendant cette discussion. C'est-à-dire que ça a été une discussion philosophique importante chez les féministes, avec des points de vue très différents. En gros, il y a l'école un petit peu moderne ou anglo-saxonne ou espagnole, c'est ce que les Espagnols ont fait, ce qu'on appelle le consentement positif, c'est-à-dire exactement ce que vous dites, Isabelle Rome. Monsieur, qu'avez-vous fait pour vous assurer du consentement de madame? Et puis, il y a l'école française qui se tient théoriquement, qui est de regarder la stratégie de l'agresseur. Sauf qu'il y a une hypocrisie dans la façon dont le texte est rédigé aujourd'hui en France. Et on rappelle que c'est un texte qui a été rédigé à l'issue d'un procès qui est un peu comme le procès de Mazan, qui était le procès d'Aix-en-Provence, où Gisèle Halimi avait pris la défense de 2 lesbiennes belges qui avaient été violées de façon absolument terrible. Et après ça, on a redéfini le viol et on a toujours cette définition, donc il date de 1980. Le procès de Mazan devrait faire le même effet, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin de changer quelque chose pour que ces affaires que vous décrivez, Isabelle Rome, pour que les magistrats aient des outils, non pas pour se dire il y a une présomption de consentement, c'est-à-dire qu'a priori, si une femme dit cet homme m'a violée, on va lui demander à elle de prouver qu'elle n'était pas consentante, ce qui est très difficile, et changer les choses pour permettre, donner plus d'outils aux magistrats pour pouvoir condamner plus largement. Mais le problème, c'est pas tant les condamnations, parce que comme vous l'avez dit, quand les affaires arrivent au tribunal, elles sont tellement étayées, et seules arrivent au tribunal les affaires qui sont extrêmement solides. Mais on sait, hein, les chiffres sont tragiques, c'est moins de 1% des viols qui sont condamnés. Donc ça veut dire qu'à 99%, les viols sont impunis. D'où le titre de votre livre et du mien. Cette impunité, on doit la combattre, et notamment par la pédagogie, et notamment par le changement de la loi. Vous croyez, Isabelle Rome, qu'une telle évolution du droit permettrait de diminuer drastiquement le nombre de classements sans suite et de non-lieu? Moi, je pense qu'il restera forcément des non-lieux, des classements sans suite, parce qu'on a aussi affaire à la patte humaine. Mais en tout cas, en Suède, un pays qui a adopté une telle loi, ils ont augmenté en 3 ou 4 ans de 75% le nombre de condamnations. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait d'introduire ce terme de consentement comme ça dans la loi. Ça permet aussi de sensibiliser la société sur cette notion, et notamment nos ados, et de dire, eh ben, le corps de l'autre ne t'appartient pas. Assure-toi de son consentement. Et on revient finalement à ce malheureux procès. Enfin, je veux dire, c'est le corps de l'autre ne t'appartient pas. Assure-toi, avant même de toucher l'autre. Enfin, pas forcément pour avoir une relation sexuelle, mais on saute pas dessus, on saute pas sur sa copine, même si on s'entend bien, même si on rit ensemble. Il faut respecter l'intégrité physique de l'autre, et je pense que c'est cela aussi que dit la loi. Et moi, je crois beaucoup aussi à l'aspect symbolique de la loi au sein de la société, parce que c'est aussi finalement éduquer les esprits à autre chose. Retour au procès Mazan, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la stratégie de certains soutiens de Gisèle Pelicot. Avec le lancement de ce son, puisque le but c'est d'entendre les organisations féministes qui ont décidé de dévoiler le nom des agresseurs. Le fait de diffuser le nom d'un agresseur sexuel, ça peut aller dans le sens de faire changer la honte de camp, de porter la honte sur les agresseurs et non les victimes, et de pointer du doigt, de montrer qu'on a les yeux rivés sur eux. C'est aussi un slogan qu'on utilise beaucoup en manif qui est « Victime, on te croit, violeur, on te voit ». Ça veut dire on arrête de fermer les yeux, on arrête de protéger, de cacher les agresseurs. Je pense que la colère de la société est immense et que parfois elle peut être mal utilisée. Et c'est ce qu'on voit quand il y a des attaques, des menaces, du harcèlement des familles de ces agresseurs. Et donc c'est important de ne pas aller dans ce sens-là, puisque c'est pas comme ça qu'on obtiendra justice. Hélène Devinck, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? On vient d'entendre la porte-parole d'Oser le féminisme qui défend l'idée justement qu'il faut dévoiler le nom de ces hommes accusés, alors qu'aujourd'hui la presse ne les donne pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? Je pense qu'il y a une question autour de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, si tant qu'ils n'ont pas été jugés, ils ne sont pas coupables. Et donc, ça serait comme si c'était les afficher un peu de façon excessive. Et effectivement, ça peut avoir des répercussions sur leur famille. Il n'empêche que la victime s'affiche
et que la présomption d'innocence n'interdit pas de donner leur nom. Leurs noms sont publics, les audiences sont publiques. Donc voilà, et c'est quelque chose de compliqué et je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de donner leur nom. Voilà, on sait même pendant qu'ils sont jugés. Mais cela dit, la présomption d'innocence, c'est aussi un concept qui est dévoyé. C'est comme la présomption de consentement, c'est-à-dire que Édouard Durand, il dit c'est un déni à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire, dès qu'un homme est accusé, on a l'impression que sa réputation compte plus que le corps des femmes. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, c'est pas un masque, elle a bon dos, la présomption d'innocence. C'est pas un masque qu'on doit mettre pour cacher la violence masculine dont vous parliez en introduction. Isabelle Rome, vous-même, et même peut-être là encore du point de vue de la magistrate, est-ce que cela empêche le bon déroulement du procès comme on l'entend parfois? C'est ce que disent certaines associations féministes également. En tant que magistrate, moi, je me dois de rappeler effectivement la présomption d'innocence. Hein. C'est un des, un des principes fondateurs de notre justice, mais aussi finalement de notre démocratie. Mais est-ce que donner un nom, c'est aller à l'encontre de la présomption d'innocence? Tant que, comme vous l'avez vraiment justement rappelé, Hélène, tant que la personne n'est pas définitivement jugée, c'est quand même aller loin que de donner son nom. Après, les choses évoluent. Enfin, les noms sont publics. Hein, les procès sont publics. Les procès sont publics, effectivement. C'est vrai que moi, j'ai mon raisonnement qui est quand même celui d'une magistrate. Je ne suis pas, justement, enfin, je veux dire, une militante. Et pour moi, c'est vrai que je me place plutôt de ce côté-là. Comme magistrate, j'ai du mal aussi avec un peu les chasses à l'homme. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, pour vous, d'un fait divers où ce terme-là aussi doit être relativisé, peut-être même déconstruit? On est bien au-delà de l'idée d'un fait divers. On est sur quelque chose de beaucoup plus général et certains disent de beaucoup plus systémique. Hélène Devinck. Dire que c'est un fait divers, c'est comme dire que ce sont des monstres. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de faits divers depuis assez longtemps maintenant. J'aurais mis tout à 7 ans, 8 ans. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est un fait divers et que chaque affaire chasse l'autre et qu'à chaque fois, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout réexpliquer, il faut tout... Et là, c'est tellement massif. Je veux dire, 80 hommes, c'est pas possible de penser que c'est pas un fait de société. Bien sûr que ce procès est un fait de société, mais chaque affaire est un fait de société en réalité. C'est ce que les féministes s'évertuent à dire à chaque fois. Isabelle Rome, cette expression de fait divers, il faut cesser de l'employer pour ce type de procès? Moi, je réfute totalement cette appellation, mais même pour d'autres procès, en fait. Hein, voilà, je pense que cette notion de fait divers... Pour d'autres procès dans d'autres domaines, c'est ça, même, dans d'autres domaines, oui, c'est ça, voilà. Pour moi, c'est une notion que je ne peux plus accepter, parce qu'en fait, elle nie totalement l'humain. C'est-à-dire, c'est un fait. Alors, c'est un viol, c'est une séquestration, c'est... Voilà. Mais en fait, il y a des gens derrière. Enfin, je veux dire, il y a des victimes, des auteurs, et le fait divers, pour moi, c'est complètement justement, encore une fois, tout objectiver et ne pas prendre en considération l'humain qui est quand même au cœur même de la justice. Donc moi, je n'aime pas cette expression, comme pour une autre raison, mais j'en profite pour le redire, il faut arrêter aussi de parler de crime passionnel, de tous ces termes aujourd'hui, on doit les bannir. Voilà. On ne tue pas par amour, j'allais dire, quand on tue, c'est par volonté de possession, c'est pour détruire l'autre, c'est parce qu'on nie l'autre. Voilà. Et quand on viole quelqu'un, c'est pas par désir, c'est par domination. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est important aussi que ça soit entendu. Et ça fait quelques années que le mot féminicide, justement, a remplacé l'idée de crime passionnel, même s'il y a encore des ajustements à faire. Et justement, ça a fait apparaître le côté systémique et politique de ces crimes. Je pense que pour le viol, et le travail est peut-être encore à faire, mais il est en train de se faire. Isabelle Rome, vous qui avez encore une fois suivi nombre de procès de ce type, qu'est-ce qui fait la singularité, la force de cette femme, la force de Gisèle Pelicot? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de devenir un symbole? Je pense que la décision qu'elle a prise de rendre ce procès public et de laisser voir justement toutes ces images qui sont quand même très dégradantes,
D'abord, ça démontre un grand courage. On rappelle effectivement qu'elle a refusé le huis Le huis clos. clos, alors que comment dire, dans l'esprit populaire et même dans l'esprit des juges, le huis clos, c'est une protection de la victime. C'est-à-dire que par le huis clos, on veut protéger la victime, on ne veut pas justement que la société soit témoin des dégradations finalement qu'elle a subies et de l'atteinte à la dignité qui lui a été imposée par son agresseur. Donc le huis clos, c'est une mesure normalement protectrice des victimes. Et le fait justement qu'elle rejette ce huis clos, je pense que c'est un geste courageux, mais aussi justement politique. Je pense que c'est un geste politique parce que elle nous dit regardez ce qui se passe. Voilà, et elle dit à la société ouvrez les yeux. Voilà la banalité du mal, en fait, en quelque sorte, la banalité de ces hommes pour qui, justement, j'étais un objet, pour qui, j'étais vous avez employé poubelle, elle a un dit. morceau de viande, voilà, et je pense que pour moi, oui, c'est ça, c'est un geste politique qu'elle fait, et elle le fait, je pense aussi, pour les autres femmes, mais pour la société tout entière. Parce que, en fait, il est faux de penser que quand on parle de violence sexuelle, on ne parle qu'aux femmes. Non, on parle à la société tout entière. On parle aux femmes, aux hommes, aux jeunes. Enfin, je dis aux jeunes parce que les enfants, on leur parle différemment. Mais c'est bien un problème de société. C'est pas une question de femmes. Elle a refusé le huis clos. On précise également qu'elle a souhaité que son nom apparaisse dans la presse plutôt que n'être seulement mentionné par son initiale. Hélène Devinck, pour reprendre le slogan, est-ce que grâce à elle, à travers elle, la honte change de camp? Alors la honte change de camp, c'est un joli slogan, mais moi personnellement, pour avoir eu honte d'avoir été violée, j'ai toujours honte. Donc je suis pas sûre que ça va changer de camp comme ça. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la défense des violeurs. Et je trouve qu'il faut l'écouter, cette défense, parce que si elle est établie comme ça, c'est qu'ils pensent que ça va être entendu, notamment par la société. Eux aussi, ils jouent quelque chose de systémique et de social. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous sommes des victimes. Tous les violeurs, tous, toujours disent c'est nous les victimes. C'est-à-dire qu'ils sont victimes d'un complot, ils sont victimes de femmes vénales, ils sont victimes de femmes qui voulaient profiter d'eux. Là, ils sont victimes de Dominique Pellicot, mais tout est fait pour que eux ne soient pas coupables. Et dans la façon qu'ils ont de dire qu'ils ne sont pas coupables, il y a ce que vous avez dit, Isabelle Rome, sur son mari était d'accord, alors j'avais bien le droit. Donc cette espèce de délégation de consentement qui existe dans l'esclavage et pas beaucoup dans d'autres systèmes. Donc c'est quand même voilà, ça dit quelque chose du statut de la femme. Ils disent c'était un viol involontaire. Ils disent en fait, je croyais que c'était un jeu, je croyais qu'elle dormait, j'ai pas compris, j'ai été piégée. Et ça, il faut plus que ce soit entendable d'une certaine façon. Merci à tous les deux de cette discussion sur le procès des viols de Mazan.